Allez, je vous propose de commencer. On va essayer de respecter le timing et d'être dans les temps pour cette intervention. Euh, hop, super. Je coupe un peu la parole, je vois qu'il y a quelques personnes qui arrivent encore. Donc, je vous rappelle pour l'organisation de ce webinaire, donc sur la thématique des risques psychosociaux pour cette session. Vous avez la possibilité de poser des questions à partir du chat. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure du diaporama à certaines étapes s'il y a beaucoup de questions. Et sinon, on groupera à la fin de la session. Voilà, un petit webinaire d'à peu près une quarantaine de minutes en comptant le temps des questions, 40-45 minutes maximum. Et voilà, pour vous accompagner, vous présenter des outils opérationnels sur cette thématique. Hop. Donc le plan, je vous le présente ici. Tout d'abord notre service, l'EPAL, c'est notre organisation interne. Le contexte, de quoi parle-t-on sur la thématique des risques psychosociaux, une diapositive sur la réglementation et une diapositive sur le plan d'action et le projet qu'on veut vous proposer aujourd'hui, vous présenter aujourd'hui en termes d'accompagnement sur cette thématique. Donc ce webinaire est animé par deux personnes, moi-même, Dr Telade, médecin du travail à l'EPALS depuis bientôt 6 ans maintenant, et Monsieur Giraud, Cyril. Je te laisse te présenter. Oui, donc bonjour à tous, je suis Cyril Giraud, je suis le psychologue du travail de l'EPALS. Ça fait à peu près une dizaine d'années que j'œuvre dans la prévention des risques psychosociaux au sein de ce service. Donc sur un volet individuel et collectif. Donc individuel où je reçois sur orientation des médecins du travail et infirmiers en santé au travail les salariés des entreprises adhérentes qui éprouvent des difficultés relatives aux risques psychosociaux. L'objectif étant de les aider à faire face à ce type de risque. Et puis sur un côté collectif où j'accompagne les employeurs sur la mise en place de plans de prévention relatifs aux risques psychosociaux. Voilà. Parfait. Bon, notre association, vous la connaissez, vous y adhérez peut-être pour certains depuis plusieurs années maintenant. L'EPAL s'accompagne environ 4000 entreprises sur le bassin, sur l'agglomération de Montpellier et de l'Est de l'Hérault. Vous avez ici les communes et la répartition géographique de notre secteur d'intervention. Donc l'agglomération de Montpellier principalement et tout le secteur qui est couvert par le centre de Castries, de Saint-Jean-de-Buège jusqu'à la frontière avec le Gard et Lunel. Ça représente à peu près 42 000 salariés suivis. Et sur ce secteur-là, les PALS a une spécificité, on va dire, sur tous les codes NAF, on va dire, d'entreprise, mais une spécificité sur le secteur industriel et sur les agences de travail temporaire, sur les travailleurs temporaires, les travailleurs intérimaires. Voilà. Le BTP et la MSA sont suivis par d'autres services de santé au travail également. Donc, pour vous présenter un petit peu le contexte, en tout cas, ce qui nous a poussé à réaliser ce webinaire et cette aide, on va dire, et cet accompagnement sur l'intégration des risques psychosociaux dans le document unique à destination des TPE-PME, on est parti de 3 constats. Le premier, c'était un constat au niveau national et notamment avec la lecture des différents plans santé-travail, plans régionaux santé au travail, donc pour PRST, plans régionaux de santé au travail. Donc, chaque région française a sorti son plan régional de santé au travail en mettant en avant cette thématique. Donc, ce qui ressortait de toutes les régions françaises qui étaient auditées sur cette thématique, c'était évidemment de revenir sur de la prévention primaire, voilà, sur la thématique des risques psychosociaux, en mettant en avant le document unique, donc prévention primaire, essayer de proposer des pistes, des éléments de réflexion et d'accompagnement avant que les problématiques surviennent, d'où l'intérêt de notre action. La valorisation d'outils existants, donc il existe énormément d'outils sur la prévention des risques psychosociaux en milieu de travail, donc c'était de les réutiliser, de les valoriser, notamment lors d'actions et lors d'interventions dans les entreprises. De cibler les TPE-PME, donc c'était un petit peu notre cœur d'action également. Donc nous, on a ciblé les entreprises de moins de 50 salariés pour nous concentrer sur cette cible-là, du fait voilà, des besoins d'accompagnement et thématiques qu'il y avait sur ces entreprises-là. Donc, renforcer la prévention des risques psychosociaux pour la rendre plus efficiente. Ça rejoint également la thématique de la prévention primaire. Plus on agit en amont sur la prévention d'un risque, plus on est efficace sur sa thématique. Une approche transpartenaire. Donc, ce webinaire et cette action est réalisée en partenariat avec la CARSAT et avec la DRITS, l'ancienne DGT. Donc, vous donnerez les références et le rôle de chacun à la fin de ce diaporama. Également un petit volet sur l'accompagnement des dirigeants. Donc l'EPALS a développé dans son offre socle un accompagnement aussi des dirigeants avec la possibilité de réaliser une visite médicale pour les dirigeants non salariés. La médecine du travail était orientée depuis plusieurs années, depuis son début en tout cas, sur les salariés, les travailleurs salariés. Et maintenant, il y a une offre de service qui se développe pour les travailleurs non salariés et les travailleurs indépendants également.
Donc, je vous avais dit trois niveaux d'action. Ça, c'était le premier au niveau national avec les plans régionaux santé au travail. On est parti également d'un constat plus régional avec une étude qui a été faite, l'étude YODA pour inaptitude, oxydanie, diagnostic et analyse, pour le petit acronyme que vous avez ici. Donc, c'est une enquête qui évaluait lorsqu'un salarié perdait son travail ou était amené à perdre son travail pour raison médicale. On se posait la question, en tout cas, le médecin du travail encodait des causes médicales, c'est-à-dire lorsqu'un salarié perdait son travail, il était manutentionnaire, il perdait son poste de travail à cause il perdait son travail à ce niveau. Excusez-moi, j'ai une petite coupure sur le diaporama. Hop, désolé. Hop, voilà. Hop. On se posait la question, et donc le médecin du travail encodait une cause de cette perte d'emploi. Et donc on s'est rendu compte sur cette analyse que les causes de perte d'emploi étaient principalement sur l'appareil électromoteur. Vous avez les statistiques ici mises en avant sur cette diapositive, à peu près une incidence de 302 pour 100 000 salariés suivis, et également pour les troubles mentaux et du comportement, potentiellement en lien avec les risques psychosociaux. C'est tout ce qui concerne dépression, anxiété, burn-out et toutes les thématiques à ce niveau-là. Ensuite venaient les causes de l'appareil circulatoire, mais à des niveaux beaucoup plus inférieurs. En tout cas, on était sur des ratios de 10 à peu près, 10 fois moins importants. Donc en gros, quasiment 80% des causes d'inaptitude encodées en Occitanie étaient soit liées à des pathologies de l'appareil locomoteur, pour moitié, soit pour moitié à des pathologies en lien avec les troubles mentaux et du comportement. Donc d'où notre intérêt, on va dire, et notre appétence, on va dire, pour cette thématique-là. Également, on s'est rendu compte, nous en interne, au niveau de nos statistiques de notre service, alors là je passe sur une échelle un petit peu plus locale, qu'environ 2/3 des entreprises adhérentes à l'EPALS ne prenaient pas en compte les risques psychosociaux dans leur document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc c'est pour ça qu'on a ciblé notre action typique principalement sur l'intégration des RPS dans le document unique, justement en lien avec tous ces éléments-là. Je te laisse la parole, Cyril, pour la thématique, la présentation des risques psychosociaux. Hop, ton micro est coupé. Merci Nicolas. Oui, donc effectivement, avant de pouvoir agir sur les risques psychosociaux, l'objectif c'est de pouvoir les définir. Donc quand on parle de risques psychosociaux, on parle du risque pour la santé physique et mentale des salariés, et bien souvent, ces risques-là sont en lien avec les conditions d'emploi, l'organisation du travail et les relations de travail. Donc on retrouve trois principales composantes quand on parle de risques psychosociaux, à savoir le stress, les violences internes et les violences externes. Donc la définition que l'on retient du stress, c'est la notion de déséquilibre qu'il peut y avoir entre les contraintes auxquelles je fais face au travail et les ressources dont je dispose. Alors quand on parle des contraintes, on le verra dans la diapositive juste d'après, c'est un ensemble de facteurs, de risques psychosociaux auxquels tout salarié peut être exposé, et on le verra tout à l'heure quelles sont ces 6 familles de facteurs-là. Mais en fonction du degré d'exposition, les contraintes vont peser un certain poids. Et en fonction des ressources dont chacun dispose, chaque salarié va avoir une capacité à faire face à ces contraintes. Forcément, si les ressources dont le salarié dispose sont plus conséquentes que les contraintes, le salarié ne va pas être dans un état de tension interne. Par contre, si les contraintes auxquelles le salarié est exposé sont plus conséquentes que les ressources dont il dispose, il va ressentir un état de tension. L'état de tension, en soi, s'il n'est que ponctuel, ça permet au salarié derrière de pouvoir se ressourcer, se régénérer. Il ne va pas y avoir forcément d'impact au niveau de sa santé physique et mentale. Mais du moment que l'exposition à ce déséquilibre se chronicise, perdure dans le temps, c'est là que l'on va rentrer dans une phase de résistance par rapport à ces stresseurs. Et plus l'on résiste par rapport à ces stresseurs, plus on va avoir de probabilité de somatiser, donc de développer des troubles psychosociaux, que le docteur Telade vous présentera tout à l'heure, et donc une plus grande probabilité d'aller vers la dernière phase du syndrome général d'adaptation, à savoir l'épuisement professionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que deux individus placés dans une même situation ne vont pas forcément ressentir les choses de la même façon, car chaque personne va détenir des ressources propres à chacun. Les ressources, elles peuvent être d'ordre professionnel et personnel. Professionnel, ça va être par exemple le fait d'avoir du soutien social de ses collègues, de sa hiérarchie, d'avoir les moyens et les outils à disposition pour bien faire son travail, le fait de pouvoir faire un travail de qualité, de travailler dans un environnement physique agréable. Il y a tout un ensemble de facteurs de protection qui vont constituer le capital ressources professionnel dont le salarié va avoir pour faire face à ces contraintes.
Mais il y a également ce qui peut nous arriver dans notre sphère personnelle, qui peut impacter notre capacité à faire face à nos stresseurs professionnels. Donc, plus chacun va être aligné avec ce qui lui semble important à entreprendre dans sa vie personnelle, et plus il sera en capacité de faire face à ces stresseurs professionnels. Tout comme le sommeil, l'alimentation, l'activité physique, tous ces composants vont impacter notre capacité à gérer notre stress. Et donc le stress, par extension, peut engendrer des violences internes et externes, tout comme les violences internes et externes peuvent générer plus de stress. Et donc ces risques psychosociaux sont interdépendants d'une certaine façon. Alors la façon dont on vous a présenté les violences internes et externes, le harcèlement moral ou sexuel n'est pas comment dire, exclusif aux violences internes. Ça peut aussi venir de l'externe et vice-versa. Hein, les insultes, menaces, agressions, incivilités que l'on a mis dans la rubrique externe peuvent venir de l'interne. Mais quand on parle de harcèlement moral, il faut retenir que ce sont bien souvent des propos ou des comportements répétés qui peuvent entraîner pour la personne qui les subit une dégradation de ses conditions de travail. Et bien souvent, ces comportements entraînent une atteinte au droit et à la dignité, une altération de la santé physique ou mentale, ou une menace pour son évolution professionnelle. Donc, à titre d'exemple, on peut retrouver des insultes, des humiliations en public ou des brimades qui peuvent constituer des faits de harcèlement. Il en est de même si le supérieur hiérarchique, par exemple, supprime systématiquement les outils de travail de son ou de ses subordonnés ou interdit aux autres employés d'adresser la parole aux salariés en question. Et en ce qui concerne le harcèlement sexuel, on retrouve le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste. Donc, à titre d'exemple, il peut s'agir de remarques sur le corps d'une collègue ou d'un collègue, de remarques humiliantes sur l'orientation sexuelle d'un salarié ou le fait de suivre un collègue aux toilettes. Enfin, toute forme de pression grave, même non répétée, dans le but d'obtenir un acte sexuel au profit de l'auteur des faits ou d'une autre personne, est assimilée au harcèlement sexuel. Donc, les risques psychosociaux, les voici. Maintenant, l'idée, ça va être de se dire, quand on agit sur la prévention des risques psychosociaux, on ne va pas, dans l'idéal, agir sur ce que l'on observe à travers ces phénomènes-là. On va essayer d'agir sur les causes racines qui vont générer ces observables-là. Et donc, ces causes racines, vous allez les voir dans la diapositive suivante, sont des choses très objectives que vous allez pouvoir recenser à travers le plan d'action qu'on va vous proposer, les différents types d'accompagnement, et à savoir les 6 familles de facteurs de risque que je vous exposais tout à l'heure de façon très succincte. Donc, on retrouve 6 familles de facteurs de risque en théorie, les catégories de Golak, hein, comme on a coutume de les appeler. Donc, on retrouve une première catégorie relative à l'intensité et le temps de travail. Donc, vous le voyez, hein, les items que l'on a pour chacune des familles, ce n'est pas la liste exhaustive. Vous avez aussi, au sein de chacune de vos organisations, des facteurs de risque qui sont très spécifiques par rapport à vos activités. Donc, on retrouve en général la surcharge de travail, on va retrouver tout ce qui est en lien avec la monotonie, la répétitivité, les objectifs irréalistes et irréalisables, le fait de ne pas avoir de fiche de poste, d'organigramme, le fait de travailler en horaire atypique, le fait que les plannings soient bouleversés régulièrement, les longues journées de travail. Souvent, on associe l'épuisement professionnel à la surcharge et à la surstimulation, mais le docteur Tolad vous le montrera un peu plus tard sur les troubles psychosociaux. On retrouve aussi la sous-stimulation et la sous-charge de travail, qui peut aussi être à l'origine d'une forme d'épuisement. Ensuite, vous avez la famille relative aux exigences émotionnelles. Donc, tout ce qui est en lien avec le fait d'être en représentation, le fait d'incarner un rôle professionnel nous demande de déployer des ressources. Donc, tout comme le fait d'être en tension avec un public, d'être en contact avec la souffrance ou la détresse humaine, ou le fait de devoir tout simplement cacher ses émotions. Il y a des jours où, dans notre vie personnelle, on peut rencontrer certaines difficultés, et pour autant, quand on arrive au pas de la porte du travail, il faut mettre ses émotions de côté, parce qu'on n'est pas là pour faire profiter, entre guillemets, ses collègues de ses états d'âme, et il faut incarner une posture neutre, à minima, ou positive dans l'idéal. Ensuite, on a tout ce qui est relatif au manque d'autonomie, donc le fait d'avoir de faibles marges de manœuvre pour faire son travail, les rythmes de travail qui sont imposés, le fait que son supérieur hiérarchique ne sollicite pas un subordonné concernant son activité, concernant son planning, le fait de ne pas accorder d'importance à la parole de l'autre et le fait qu'il ne puisse pas vraiment avoir un pouvoir d'action sur son travail
peut participer à générer des risques psychosociaux. Ensuite, vous avez tout ce qui est relatif aux rapports sociaux au travail. Donc, le fait d'avoir des tensions interpersonnelles avec des collègues, des prestataires, des clients, des supérieurs hiérarchiques, ça va forcément engendrer chez certains un état de tension interne. Tout ce qui est relatif aussi au conflit de valeurs peut être générateur de risques psychosociaux, à savoir le fait de ne pas pouvoir faire un travail de qualité, le fait de faire un travail dont on n'est pas fier, le fait de devoir appliquer des process ou des procédures ou des pratiques de travail qui vont à l'encontre de son système de valeurs. Tout ça peut engendrer un vécu au travail dégradé. Et puis ensuite, vous avez tout ce qui est relatif à l'insécurité de la situation de travail. Donc le fait d'avoir peur de perdre son emploi, le fait de craindre de ne pas pouvoir maintenir son niveau de salaire par la suite, le fait de ne pas de se dire qu'il va être difficile de pouvoir maintenir un niveau opérationnel à son poste parce que le métier est en constante évolution, le fait qu'il y ait des réorganisations régulières qui demandent de bonnes capacités d'adaptation, tout ça peut émousser un individu. Alors attention, ce n'est pas parce que ces facteurs de risque sont présents dans vos organisations que vos salariés sont forcément en souffrance. Tout dépend aussi du niveau de ressources dont chaque salarié dispose. Si le niveau de contrainte est adapté au niveau de ressources, le salarié va être dans un état de tension, mais qui ne va pas forcément l'impacter au point qu'il somatise des troubles psychosociaux. Mais cela ne doit pas vous empêcher, au titre de l'obligation légale à minima, d'intégrer ce type de risque dans votre document unique, puisque comme tout autre risque professionnel, vous devez intégrer les risques psychosociaux. Et quand vous intégrez les risques psychosociaux dans votre document unique, finalement, c'est ces facteurs-là, objectifs, que vous allez intégrer. Et puis ensuite, de se dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour atténuer l'exposition de ces facteurs-là que les salariés nous ont fait remonter pour justement réduire leur niveau de tension interne. Donc ça, c'était pour la présentation des facteurs de risque psychosociaux. Et je vais laisser la main au docteur Telade, a priori. Merci beaucoup. Donc, à partir de cette exposition à des facteurs de risque, on peut avoir des troubles psychosociaux, donc c'est-à-dire que ça peut engendrer un impact sur la santé. Je vous ai mis ici les principaux troubles psychosociaux qu'on voit dans la littérature internationale en tout cas, et même dans les médias en tout cas, qui sont bien médiatisés. Donc, l'exposition à des facteurs de risque, comme on l'a vu, la charge de travail, un relationnel dégradé, un manque d'autonomie au travail, peuvent conduire, en fonction de variabilité interpersonnelle évidemment, et en fonction de spécificité organisationnelle de l'entreprise, à des symptômes médicaux, comme le burn-out, le burn-out, on verra les définitions, voire des pathologies beaucoup plus graves, de l'anxiété, la dépression, voire à des choses beaucoup plus graves comme la tentative de suicide. Voilà, tout ce continuum-là est un petit peu la présentation entre l'exposition à des facteurs de risque et la survenue d'événements, on va dire, et de symptômes médicaux, évidemment corrélés en fonction d'éléments personnels ou d'organisations personnelles également. Donc pour les trois premiers, en tout cas, j'ai essayé de donner un petit peu de profondeur, en tout cas, à cette présentation, si vous voulez aller un petit peu plus loin avec quelques références scientifiques, donc notamment avec l'échelle MBI, qui fait la corrélation entre l'exposition à des facteurs de risque psychosociaux, donc est-ce qu'une personne est exposée à des rapports sociaux dégradés, à un manque d'autonomie, à une charge de travail élevée, et les risques de survenue de syndrome d'épuisement professionnel, donc d'épuisement professionnel, de syndrome de dépersonnalisation, déréalisation ou de réduction de l'accomplissement personnel qui crée le syndrome de burn-out. Voilà, je vous ai donné des références ici à ce niveau si vous voulez aller un petit peu plus loin. Donc le burn-out, qu'on entend beaucoup dans la littérature pour syndrome d'épuisement professionnel, pour l'acronyme anglais, qui résulte d'une exposition prolongée à des facteurs de stress professionnel. Donc il y a deux choses, l'exposition à des facteurs de risque psychosociaux qu'on vous a détaillés, les 6 items de Colac décrits précédemment, et une exposition prolongée à ces facteurs de risque. Donc on considère quand même qu'il doit y avoir un continuum de temps et d'épuisement de la personne, c'est la notion de burn, brûler, la personne consume ses ressources petit à petit pour faire face à la situation de stress et pour faire face à sa résilience professionnelle, aux contraintes auxquelles elle est exposée. Et donc, ça se traduit par une triade, un épuisement professionnel, donc une sensation d'être vidé, une fatigue intense, un épuisement, on va dire, par une perte de capacité, une perte d'initiative, qu'on appelle l'aboulie, notamment. Voilà, la difficulté, on va dire, à être à l'initiative de projets ou de thématiques.
Une dépersonnalisation, c'est-à-dire le fait d'être complètement déconnecté, insensible à son environnement. J'avais un exemple, par exemple, d'une infirmière qui devait gérer 30 lits d'hospitalisation dans la journée parce que ses collègues étaient absentes. Ben, elle était un petit peu en mode robot, pour vous donner un petit peu une image. Donc, elle passait de chambre en chambre. Elle s'occupait juste, voilà, de faire ses prises de sang, administrer les médicaments. Elle n'arrivait pas, on va dire, à créer un affect, à créer un lien, une humanisation, on va dire, dans ses relations avec les patients qu'elle devait prendre en charge. Elle était plus en mode robot et en mode, voilà, on va dire, on réalise les choses le plus vite possible pour arriver à faire toute la charge de travail que je dois faire dans la matinée. Et réduction de l'accomplissement de personnel. Voilà, on est sur la perte de plaisir, perte de sentiments positifs, on va dire, sur une réalisation, sur une action qui est réalisée. Et c'est cette triade-là qui permet de poser la définition de burn-out, en tout cas le syndrome d'épuisement professionnel, au sens où on l'entend au niveau médical. Donc ça, c'est un des premiers symptômes dont on entend beaucoup parler sur la thématique des risques psychosociaux. Pour rester dans la même thématique, en tout cas avec les mêmes acronymes anglais, je vous présente 2 autres types de syndromes qui sont également un peu plus médiatisés depuis quelques années également. La notion de burn-out, qui est la perte de sens dans son travail, dissonance esthétique, baisse de motivation, sentiment d'inutilité, voire de nuisance. Donc c'est le sentiment que son travail est inutile ou n'est pas en adéquation avec nos valeurs. Voilà. Je prends l'exemple en général d'un huissier de justice qui doit par exemple expulser des personnes âgées qui n'ont pas payé une mensualité à leur banque, par exemple, au nom de cette banque. Ben voilà, quel est le ressenti qu'il a en termes éthiques par rapport au travail qu'il fait? Est-ce qu'il trouve que voilà, d'expulser des personnes alors qu'elles n'ont pas payé une mensualité à leur banque, voilà, ça suffit, on va dire, pour entamer cette démarche et cette expulsion-là? Est-ce qu'il a aussi un affect particulier? Est-ce que les personnes qu'il expulse ont aussi l'âge de ses parents, par exemple? Et il a aussi peut-être une attache sentimentale par rapport à cette situation-là. Voilà. Quelle est l'éthique qu'il a dans son travail et à quel point son travail peut être en conflit par rapport à ça. Ça renvoie à la notion de conflit de valeurs dans les items de Golak qu'on vous a présenté tout à l'heure. Et la notion de bore-out, c'est un petit peu l'inverse du burn-out, où dans le burn-out, la personne se consume par une hyperstimulation professionnelle, une charge de travail élevée et un épuisement, une consommation, si je peux dire, de toutes ces ressources internes. Le bore-out, c'est l'inverse. C'est le syndrome d'épuisement professionnel, mais lié à un ennui, à une sous-charge de travail. Il est tout autant dévastateur que le burn-out, il ne faut pas forcément le sous-estimer, mais voilà, c'est une personne à laquelle on va retirer ses tâches, on va placardiser, on va isoler dans sa situation de travail, on va retirer certaines tâches de management, d'encadrement, on va lui retirer un projet. Voilà. Et elle se retrouve voilà, avec de moins en moins de tâches à réaliser dans son travail et un isolement sur sa situation professionnelle. Donc ça peut conduire également à des symptômes très spécifiques au niveau médical. Les autres également, que je ne vous ai pas détaillés, mais c'est évidemment les symptômes anxio-dépressifs. On parle beaucoup de la dépression, mais qui peuvent évoluer à un état de stress, puis de burn-out, peut évoluer et est à risque d'évoluer en tout cas vers une dépression. À peu près, pour vous donner quelques chiffres, à peu près 1200 maladies professionnelles, 1200 dépressions étaient reconnues d'origine professionnelle en 2024, donc en lien avec le travail. Donc c'est-à-dire que la sécurité sociale a reconnu comme maladie professionnelle 1200 dépressions comme étant liées à des facteurs de risque psychosociaux d'origine professionnelle. Il y a un lien direct et essentiel qui a été fait entre l'exposition à des facteurs psychosociaux et la survenue d'une dépression chez les salariés. Également conduite addictive, hein. On connaît tous le café évidemment pour tenir plus fortement, et ça peut être des addictions beaucoup plus lourdes, hein, le tabac également, mais plus à la cocaïne, aux amphétamines, au MDMA notamment, voilà, qui sont des molécules qui permettent de tenir des rythmes de travail et des rythmes professionnels assez intenses. Et ça peut aller jusqu'à des tentatives de suicide, voire des actes suicidaires également derrière. Donc les troubles psychosociaux, voilà un petit peu comme conséquence, on va dire, des facteurs de risque psychosociaux précédemment, en n'occultant pas évidemment qu'il y a un côté multifactoriel. Là, on s'attache à la partie professionnelle, hein, c'est l'objet de notre présentation, mais évidemment, on considère, et je le mets ici quand même avec une flèche ici, hein, une variabilité individuelle. Est-ce qu'il y a eu des antécédents de dépression? Est-ce qu'il y a eu des consommations, on va dire, extra-professionnelles de produits ou de substances? Est-ce qu'il y a des événements de vie aussi qui peuvent conduire à des susceptibilités individuelles? Voilà, c'est pas forcément cet impact-là, mais vous, en tant qu'employeur, évidemment, c'est des choses sur lesquelles on a beaucoup moins la main. Nous, au niveau professionnel, on s'attache principalement aux facteurs de risque psychosociaux. La variabilité individuelle ne dépend pas directement, indirectement évidemment, mais directement en tout cas du milieu de l'entreprise. Donc c'est ce continuum-là entre facteurs de risque psychosociaux et troubles psychosociaux qu'on voulait vous présenter sur cette diapositive.
Les conséquences, on les a fait classer en deux types. En premier lieu, pour la santé des travailleurs. Évidemment, on a parlé de la santé mentale avec l'anxiété, la dépression, les conduites suicidaires, les addictions que je vous ai bien détaillées ici. Vous avez une petite référence sur l'impact des troubles psychosociaux sur l'ensemble des pathologies psychiques que je vous ai mis ici sur cet item. Mais également à ne pas sous-estimer que les facteurs de risque psychosociaux peuvent impacter d'autres pathologies qui sont peut-être un petit peu moins connues ou avec lesquelles on fait un petit peu moins le lien. Mais voilà, stress au travail et lombalgie, par exemple, vous l'avez ici, pour les troubles musculo-squelettiques. Mais voilà, le mal de dos et l'exposition à du stress au travail a une corrélation très forte, en tout cas dans la littérature, comme étant associé. Voilà, quelqu'un qui est plus stressé est plus à risque de développer des douleurs lombaires et d'avoir des douleurs lombaires communes, des lombalgies communes. De même pour les douleurs d'épaule et pour les douleurs cervicales. Voilà, la littérature est très bien étayée à ce niveau-là. De même, on retrouve une forte association entre exposition au stress au travail et la survenue d'infarctus ou d'AVC, d'accidents vasculaires cérébraux. Donc les pathologies cardiovasculaires principalement. Une personne qui est exposée à des facteurs de risque psychosociaux et qui est soumise à un stress intense à son travail est susceptible de développer un infarctus de façon statistique plus importante. Au Japon, on appelle ça le karoshi. Je ne vous ai pas mis les références ici, mais voilà, c'est le décès, entre guillemets, l'infarctus, on va dire l'événement cardiovasculaire ultime en lien avec une exposition au travail, en lien avec une exposition à des facteurs de risque psychosociaux très intenses. Également, voilà, sur le déséquilibre de maladies chroniques, sur l'asthme, le diabète principalement, sur l'épilepsie, voilà, sur les troubles du sommeil, beaucoup d'études voilà, font le lien, on va dire, entre l'exposition au stress au travail et on va dire la décompensation de maladies chroniques chez un patient qui était préalablement équilibré. Voilà, mais c'est surtout la lombalgie, le risque cardiovasculaire et les pathologies mentales que je vous ai détaillées sur les diapositives précédentes, qui sont voilà, l'impact principal sur la santé des salariés et des employeurs également, hein, puisque voilà, la gestion d'entreprise implique beaucoup aussi de facteurs de risque psychosociaux. Les impacts sur l'entreprise, donc avec un grand E ici, hein, sur le fonctionnement de l'entreprise et sur l'organisation de travail. Je vous ai mis ici sur l'augmentation de l'absentéisme, forcément en lien avec des pathologies médicales, qu'elles soient psychiatriques ou somatiques. Un taux élevé de rotation du personnel, aussi une difficulté à fidéliser les collaborateurs au sein de l'équipe. Une baisse de la qualité et de la productivité de l'entreprise, donc au niveau qualitatif et également au niveau quantitatif. Voilà, c'est des choses qui sont des salariés qui sont plus stressés, plus en difficulté et plus exposés à des facteurs de risque psychosociaux, auront une productivité qui, au début, pourrait être plus importante, hein, voilà, du fait des facteurs de stress, mais qui, sur le moyen et long terme, finit par s'effondrer avec des conséquences importantes pour l'entreprise. Le non-respect des horaires de travail, voilà, qui est aussi un impact, mais un indicateur d'alerte également. Parce qu'un travailleur qui devait partir de son travail, de son poste à 5 heures, doit rester jusqu'à 6, 7 heures, 18 heures, 19 heures pour réaliser toutes ses tâches. Des problèmes de discipline également, c'est là où on voit des tensions entre les collaborateurs, on parlait des relations internes et des rapports sociaux, donc ça peut aller jusqu'à des agressions verbales, voire physiques entre collaborateurs également. Un taux de corrélation important également entre le risque, entre le stress au travail et les facteurs de risque psychosociaux et la survenue d'accidents du travail. Voilà. Ça, c'est deux choses également qui sont très corrélées. Un salarié qui est plus exposé à des facteurs de stress et de risques psychosociaux est plus à risque de se blesser ou d'être victime d'un accident du travail sur son lieu de travail. Dégradation du climat social, bon, là c'est le vecteur du CSE en général qui est le principal item à ce niveau. Et également sur l'image de l'entreprise, on vous parlera également des labels qualité QVCT sur la qualité de vie au travail. Voilà, l'intégration et la prise en compte des risques psychosociaux, notamment là dans le document unique, mais pas que dans le document unique, hein, sur des plans d'action, fait partie, on va dire, de ces labels RSE et QVCT, qualité de vie et conditions de travail. Un volet sur la réglementation. Donc, on a réalisé en mars 2025 un webinaire qui est disponible sur notre site internet, hein. Je vous ai mis le lien ici pour la connexion. Sur le document unique, quelles sont les obligations réglementaires pour les entreprises, en tout cas de moins de 50 salariés, voilà, sur l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise et sur la mise en œuvre de plans d'action au sein de celle-ci. Donc, l'employeur prend les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs, d'où notre appétence ici pour cette sensibilisation sur la thématique des risques psychosociaux qui est intégrée dans le Code du travail dans cet article-là. Voilà. Bon, je vous passe rapidement sur la réglementation, mais voilà, c'était quand même pour mettre en profondeur, on va dire, sur ce point-là. Donc, c'est une obligation, en tout cas, d'évaluer les risques professionnels dans l'entreprise et notamment les risques psychosociaux qui font partie de l'ensemble des risques, comme la manutention de charges, comme l'exposition aux risques chimiques, comme l'exposition à du risque routier chez les travailleurs. Et donc, on en arrive à notre projet.
Et donc, si je ne me trompe pas, il me semble que sur une des diapositives que tu as présentées, il y avait écrit comme quoi 2 tiers des entreprises adhérentes de l'EPALS n'avaient pas intégré les RPS dans le DU. Tout à fait, c'est C'est ça. ça. Donc, en fait, l'idée, c'est justement d'aider les entreprises qui n'ont pas encore intégré les risques psychosociaux dans leur document unique, de pouvoir les accompagner pour qu'ils puissent justement intégrer ce risque-là au même titre que tous les autres risques. Alors, attention, c'est pas parce que parmi les participants, vous avez déjà entamé une démarche de prévention des risques psychosociaux que vous ne pouvez pas nous solliciter pour justement éventuellement nous demander notre avis et qu'on puisse éclairer peut-être certaines zones d'ombre ou peut-être vous apporter des conseils voilà, éclairés pour optimiser d'autant plus la démarche de prévention que vous avez entamée. Néanmoins, donc, l'objectif donc, de l'EPALS, en termes de public cible, c'est des entreprises adhérentes de moins de 50 salariés. L'objectif, c'est de vous aider à améliorer votre prévention primaire des risques psychosociaux au sein des entreprises. Donc, l'objectif étant de réduire ou de supprimer carrément le facteur de risque auquel vos collaborateurs sont potentiellement exposés. Et donc, en termes d'outils pour ce faire, après avoir pesé le pour et le contre de différents outils, on s'est dit que l'outil RPS Faire le Point, que je vous présenterai juste après de façon succincte, était l'outil qui pouvait être intéressant, car pas trop lourd, mais aussi facile à déployer dans le sens où il est, on va dire, semi-automatisé sur la génération de rapports une fois que vous avez pu renseigner les réponses aux différentes questions qui constituent le questionnaire. Et donc, deux façons d'être accompagné finalement. Vous avez soit l'accompagnement via notre service de santé, où là, le psychologue du travail, donc moi en l'occurrence, serait, on va dire, présent aux différentes étapes, on va dire, névralgiques de votre démarche de prévention des risques psychosociaux. Donc, à savoir de sensibiliser votre comité de pilotage que vous constituez en premier lieu. Je vous présenterai la démarche de prévention juste après. Donc, d'être là pour sensibiliser les membres qui vont porter ce projet, hein, parce que l'accompagnement de l'EPALS n'est pas là pour vous remplacer, parce que vous êtes acteur premier en tant qu'employeur dans la démarche de prévention, mais d'être là comme partenaire pour sécuriser chacune des étapes de la démarche de prévention pour s'assurer que vous arriviez, in fine, à mettre en place un plan de prévention qui soit adapté aux problématiques éventuelles auxquelles les salariés sont exposés. Donc, d'être là au début, sensibiliser un comité de pilotage au RPS et à l'outil Faire le point RPS de l'INRS, donc comment s'en servir. Ensuite, de participer aux réunions de votre comité de pilotage, qui est de dire, bon, mais on va lancer par exemple l'étude de telle date à telle date, par quels moyens on va le faire, où est-ce qu'on va organiser cela, dans quelle salle, combien de temps on va se laisser, et puis ensuite d'être là pour la restitution des résultats, l'analyse des résultats, sur la proposition éventuellement de plans d'action, de pistes d'action, enfin vous aider à avancer dans cette démarche pour vous rendre le plus autonome possible dans l'intégration de ces risques psychosociaux dans le document unique. Et puis ensuite, vous avez une autre façon d'être accompagné qui est entre guillemets all-inclusive, hein, si je peux m'exprimer ainsi, où là, vous pouvez faire appel à des consultants spécialisés. Donc, ce sont des listes hein, que la CARSAT met à disposition. Donc, c'est des prestataires qui sont spécialisés dans la prévention des risques psychosociaux. En général, c'est des IPRP, des intervenants en prévention des risques psychosociaux, pardon. Ça fait beaucoup de sociaux. Et donc, sur la diapositive de fin, le docteur Telab vous présentera justement les liens vers le site de la CARSAT qui vous permettra de pouvoir identifier ces consultants spécialisés et aussi les aides financières potentiellement mobilisables. Car ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de l'accompagnement de l'EPADS, c'est prévu dans vos cotisations et via la CARSAT, ça va être payant. Donc là, pour le coup, vu que la démarche est un peu plus, on va dire, complète via la CARSAT, il y a la possibilité d'avoir des aides financières que vous pouvez potentiellement mobiliser. Voilà. Donc, si tu peux passer à la diapositive suivante. Donc, quand on parle de démarche de prévention des RPS, de quoi parle-t-on? Donc, concrètement, à la base, on a l'engagement de votre part, sans l'engagement de l'employeur, sur le fait de formaliser une lettre de mission à destination des salariés en disant que, en tant qu'employeur, maintenant, on va justement faire le point sur ce à quoi vous êtes exposé en termes de facteurs de risque et de voir le cas échéant sur quoi on peut éventuellement avancer pour réduire votre exposition. L'employeur doit s'y engager, il doit mettre en place les moyens, c'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse laisser le temps à des acteurs représentatifs de la structure, hein, donc des différents services, des différents niveaux hiérarchiques et des unités de travail, de pouvoir prendre part à un comité de pilotage. Donc le comité de pilotage, lui, il va être garant du bon déroulement de la démarche.
Et c'est au sein de ce comité de pilotage, finalement, que, en tant qu'acteur de l'EPALS, je vais intervenir pour sensibiliser, aider à l'analyse des résultats, à vous aider sur comment communiquer les résultats, de quelle façon, et puis de voir qu'est-ce qui peut être mis en place par rapport aux problématiques qui ressortent. Sachant que, d'une certaine façon, c'est quand même les acteurs de terrain, d'où l'importance d'intégrer dans le comité de pilotage des salariés de tout niveau hiérarchique et de tout métier différent, qui sont quand même les mieux placés pour pouvoir potentiellement être force de proposition dans qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer leurs conditions de travail. Donc ensuite, une fois que le comité de pilotage est constitué, c'est là qu'on va identifier les risques par unité de travail. Donc ça fait l'objet d'une décision collégiale sur comment est-ce qu'on va analyser les conditions de travail. Est-ce qu'on va le faire par service, par métier? Il faut que les services soient assez conséquents pour pas que les effectifs au sein des services soient trop petits, parce que plus ils sont petits, et plus potentiellement les salariés vont se sentir épiés. Enfin voilà, il y a toute une gymnastique à avoir et sur laquelle je suis justement là pour vous aider à avancer, pour en retirer le plus d'informations possible. Et donc là, en l'occurrence, ce serait via l'outil RPS Faire le Point de l'INRS. Une fois que l'outil a été administré aux salariés, que vous avez recueilli vos données, là, le comité de pilotage va se réunir de nouveau et il va analyser les résultats. Et donc là, quand vous allez prendre connaissance des résultats, il va y avoir des discussions, peut-être des groupes de travail qui vont aussi se faire dans un second temps avec les salariés qui ont fait ressortir des problématiques pour justement mettre le doigt sur, bon, maintenant, qui fait quoi, comment, quand, quelles actions, pour justement coller le plus possible aux problématiques de terrain pour essayer de mettre en place des actions qui soient réalistes et réalisables. Bien évidemment, on ne peut pas toujours tout résoudre, mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur les éléments que vous ne pouvez pas résoudre. Si vous arrivez à résoudre d'autres éléments, ça va augmenter la capacité des collaborateurs à faire face à ces problématiques pour lesquelles vous n'avez peut-être pas de levier d'action miracle, entre guillemets. Donc, l'idée, c'est d'agir ce sur quoi il est possible d'agir et de communiquer aussi pourquoi on ne peut pas agir sur telle ou telle chose. Et puis ensuite, l'idée, c'est justement de formaliser ce plan d'action dans le document unique d'évaluation des risques. Et puis, une fois par an, à minima, mettre à jour ce plan d'action dans le document unique, sachant que le comité pilotage, en toute logique, il se réunit à peu près tous les trimestres pour actualiser le document unique sur qui a fait quoi, quelles actions ont été mises en place, à combien on évalue maintenant le degré d'exposition de ces facteurs de risque auprès des salariés, et puis de se dire, est-ce qu'il faut qu'on continue à avancer sur telle ou telle problématique, ou est-ce que finalement on est plutôt bien, hein, c'est ce vers quoi il faut tendre. Donc voilà pour la démarche de prévention à peu près. Nicolas, si tu peux passer. Donc, l'outil que l'on a décidé de vous proposer est l'outil Faire le point RPS de l'INRS. Donc, c'est un logiciel qui est gratuit, qui est en accès libre. Vous avez le lien en bas de la diapositive. Il est destiné aux entreprises de moins de 50 salariés. Alors après, si vous êtes au-dessus de 50, c'est pas, on va dire, problématique dans le sens où les facteurs qui sont abordés dans les questions peuvent être aussi représentatives des difficultés que des collaborateurs peuvent ressentir dans les entreprises de plus de 50. Mais on va dire que c'est un outil qui a été construit à la base pour les entreprises de moins de 50. Il y a 41 questions, donc réparties en 8 thèmes à renseigner collectivement. Donc, ce n'est pas un questionnaire qui est transmis individuellement, c'est un questionnaire plutôt sous la forme d'un guide d'entretien où vous avez en général un animateur direction, un animateur représentant du personnel. Et puis là, vous allez interroger des salariés qui font partie d'une même unité de travail, donc qui partagent des conditions de travail communes, soit parce qu'ils appartiennent au même service ou au même métier. Et puis là, vous allez poser les questions de façon collective. Et puis, vous avez les animateurs qui vont noter toutes les réponses qui ont été données. Et puis, une fois que toutes les réponses ont été renseignées, donc sur les 6 familles de facteurs de RPS et les 2 thématiques en plus que vous voyez dans la diapo, et bien là, vous allez avoir un rapport détaillé de l'évaluation qui va être automatiquement généré, un tableau de bord Excel qui va aussi être généré, mais il faut reporter les résultats du rapport dans le tableau de bord Excel, et un tableau de synthèse qui donne les résultats de l'évaluation. Donc voilà, on se disait que c'était un outil qui était bien parce que ça facilite quand même le traitement et le dépouillement des résultats. Ça vous enlève, entre guillemets, cette charge-là qui peut être chronophage. Nicolas? Et donc, bon, les bénéfices, hein, c'est le pendant, on va dire, des impacts que le docteur Telade vous a présenté. Donc, à savoir, un salarié qui se sent bien dans son entreprise, forcément, votre taux de turnover et de rotation, il va baisser.
Donc, vos équipes vont vouloir s'engager davantage pour votre direction. La direction qui s'occupe de vous, vos salariés s'occuperont de vous et s'occuperont de vos clients. Donc, forcément, ça va avoir un effet sur la qualité et la productivité. C'est un cercle vertueux hein, d'une certaine façon. Hein. Ça permet forcément, de façon plus concrète, d'améliorer la santé physique et mentale des travailleurs, de réduire les lombalgies, les addictions, les pathologies mentales, etc. Une baisse de l'accidentologie, hein, c'est jamais agréable d'avoir des accidents, de prendre du temps pour faire un arbre des causes, pour analyser les raisons du pourquoi, du comment. Autant agir en amont sur une démarche de prévention des RPS pour s'éviter finalement tous ces désagréments. Et puis ensuite, comme le disait Nicolas, hein, aujourd'hui, c'est vrai que on parle beaucoup de marketing RH. C'est pas toujours évident d'arriver à attirer des talents dans son entreprise. Les salariés, ils parlent entre eux en dehors du travail. Forcément, une entreprise qui va prendre soin de ses salariés, ça va rayonner en dehors de l'entreprise et vous aurez une meilleure capacité à attirer des talents pour justement atteindre vos objectifs opérationnels. Et puis, avant tout, c'est une obligation réglementaire. Donc, rien que pour ça, j'ai envie de vous dire, tenez-vous-y, mais c'est pas le tout que d'intégrer les RPS dans le document unique, c'est derrière, qu'est-ce qu'on fait avec ces résultats? Parce qu'il n'y a rien de plus déflagrateur que de juste dire, on fait un constat, les salariés se sont engagés, se sont investis dans le fait de participer à ces groupes de travail collectif, mais derrière, on n'en fait rien. Donc là, vous aurez l'effet inverse. Donc, il faut faire attention aussi d'être sérieux du début à la fin et de communiquer sur l'avancement de la démarche et puis de montrer comme quoi on est là pour vraiment essayer d'agir sur le vécu au travail des salariés. Et donc, pour vous récapituler un peu tout ce qu'on a pu vous dire jusqu'à présent, s'il y a une diapositive à retenir, c'est celle-là. Donc, comme vous le voyez, vous avez une réaction en chaîne sur la droite de la diapositive qui est en rouge. Vous avez les facteurs de risque psychosociaux, les 6 familles que je vous ai présentées tout à l'heure, qui peuvent, en fonction des ressources dont les salariés disposent, si les ressources ne sont pas suffisantes, peuvent générer potentiellement des risques psychosociaux, stress, violence interne, externe, qui peuvent à leur tour potentiellement, si ça se chronicise dans le temps, avoir des conséquences potentielles sur la santé physique et mentale des salariés et qui vont, in fine, avoir des conséquences pour l'entreprise. Bien souvent, les entreprises ont des difficultés à justement, comment dire, mettre en exergue une relation de cause à effet entre je fais de la prévention des risques psychosociaux avec justement les coûts générés pour l'entreprise. Mais bon, voilà, sachez que nous, on en est convaincus en tant que service de santé. Et donc, l'idée avec justement la partie gauche qui est en vert, via la prévention primaire, secondaire et tertiaire, c'est là où, en entamant pardon, cette démarche que l'on vous conseille, c'est d'identifier ces facteurs de risque pour essayer de réduire le niveau d'exposition des salariés en mettant en place des actions on va dire, smart opérationnel du mieux possible pour éviter justement de déclencher cette réaction en cascade. Donc voilà ce vers quoi on essaye de vous faire tendre via l'accompagnement soit EPALS, soit CARSAT. Et donc Nicolas va vous en dire un peu plus dans la diapositive juste après. Donc, il y avait quelques liens importants à retenir, hein. Le premier, c'était l'outil INRS, hein, que vous pouvez consulter en accès libre directement sur le site de l'INRS, hein, et commencer déjà peut-être à regarder les questions qui sont posées, les thématiques qui sont abordées. Ça peut déjà vous donner une première piste, on va dire, par rapport à notre présentation. La deuxième étape, si vous le souhaitez, c'est de nous contacter directement. Vous avez l'adresse mail qui est ici et qui sera communiquée également par le biais de mailing à l'ensemble de nos adhérents de moins de 50 salariés. Voilà, sur prévention-du6rps@epal.com pour enclencher et pour nous solliciter dans le cadre de l'accompagnement qui vous a été présenté sur les précédentes diapos. Donc, de la définition du plan d'action à l'utilisation de l'outil NRS et un petit peu les étapes clés, on va dire, des différentes étapes, vous guider sur les différentes étapes d'utilisation de cet outil. Le deuxième volet, c'était la sollicitation de la CARSAT par le biais d'un consultant spécialisé. Donc là, c'est pour une entreprise qui consentirait à avoir un accompagnement beaucoup plus profond et beaucoup plus spécialisé, donc par un consultant spécialisé sur la thématique des risques psychosociaux, donc de l'évaluation des risques psychosociaux jusqu'à la mise en œuvre d'un plan d'action et au suivi de ce plan d'action, au suivi de mise en œuvre de ce plan d'action, donc par un professionnel dédié qui réalisera les étapes. Donc là, c'est un accompagnement un peu plus approfondi, on va dire, et un peu plus poussé, qui est payant du coup, qui nécessite une mobilisation financière, mais on vous a également mis, la CARSAT accompagne
par le biais de subventions et d'aides financières lorsque vous avez recours à un consultant spécialisé mandaté sur leur liste interne. Voilà, donc ça fait partie également des aides et des accompagnements qu'on peut vous proposer. Également, la DRIT Occitanie, donc elle qui intervient sur le pilotage du projet et sur le choix des actions prioritaires des services de santé au travail. Donc, c'est elle qui nous a aidé à monter le projet, à définir les pistes d'action prioritaires sur le tissu d'entreprise dans la région montpelliéraine et est de l'Hérault. Voilà. Bon, c'était notre diapositive de conclusion. Donc, vous aurez accès au diaporama et au replay de ce webinaire sur le site internet de l'EPALS. Je me permets de sortir de la présentation pour accéder à l'interface de questions. Est-ce que vous avez des remarques, des interrogations, Ah oui, choses à compléter? il y a Madame Pichon qui demande justement si on va transmettre le PowerPoint. Je te laisse répondre. Oui, tout à fait. Il sera disponible, on va l'envoyer par mail avec le lien du webinaire et il sera disponible également sur notre site internet, sur l'espace adhérent. Avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques auxquelles on peut répondre? Voilà, donc n'hésitez pas vraiment, si vous avez des questions qui vous viennent en tête par la suite, à nous solliciter via l'adresse mail qu'il y a dans la dernière diapositive. Comme je vous l'ai dit, c'est pas exclusivement dédié aux entreprises de moins de 50. On accompagne toutes les entreprises adhérentes de l'EPALS dans la prévention des risques psychosociaux. Donc après, l'idée, c'est de voir où vous en êtes. Si vous posez des questions, par exemple, je sais pas moi, sur un questionnaire que vous avez élaboré vous-même, ou sur le choix d'un outil, ou sur par rapport à cette thématique-là, qu'est-ce qui pourrait être mis en place. N'hésitez pas à nous solliciter à n'importe quelle étape de là où vous en êtes de la prévention des risques psychosociaux. On sera là pour répondre du mieux possible par rapport à vos interrogations. Bon, parfait, on est dans les temps. On avait prévu jusqu'à midi, mais du coup, ça nous laisse un petit peu de latitude et de marge. Donc, c'est parfait. Merci à tous pour votre participation et n'hésitez pas à suivre nos actualités sur LinkedIn et également sur notre nouveau site internet. Voilà, si vous souhaitez avoir des éléments complémentaires. Voilà, en mars, par exemple, c'était sur le document unique. Le mois dernier, c'était sur le risque chimique et l'évaluation du risque chimique dans les garages automobiles. Voilà, on essaye d'être assez proactif sur ces thématiques-là. Merci à vous pour votre participation et puis comme je vous le disais, n'hésitez pas. On est là pour vous, donc autant voilà, profiter de l'accompagnement dont vous pouvez bénéficier. Je vois un intervenant souhaite s'exprimer, Monsieur Vermont. Il y a une main levée. Oui, c'est pour ça. Je laissais la parole, mais Ah si... oui, d'accord. Ouais. Ouais. Hop. Bon, j'arrive pas à faire le suivi. Oui, alors justement, Monsieur Vermont a écrit: Je suis confronté à une nouvelle génération qui se nourrissent mal et provoque des absences. Donc c'est vrai que là, on revient sur la logique de quels sont finalement potentiellement les mots MAUX auxquels cette nouvelle génération à laquelle vous faites référence est exposée. Et donc, ça passe par justement l'évaluation de l'exposition des facteurs de risque auxquels les collaborateurs sont exposés. Donc, ça peut être éventuellement l'occasion de les solliciter, de voir via l'outil RPS faire le point et un échange, de voir ce à quoi ils sont exposés dans leur vécu au travail, et peut-être de mettre des mots MOTS sur des mots MAUX, sur un langage commun, une sémantique commune, et de leur montrer que finalement, il y a peut-être des choses qui peuvent être faites et qui va peut-être réduire un état de tension qui potentiellement génère, comme vous dites, des absences. Donc voilà, je pense que il faut reprendre les choses dans l'ordre, effectivement, comme on vous l'a présenté, et de partir d'une évaluation très objective via l'outil RPS Faire le point pour apporter un peu de clarté dans finalement quelles sont les raisons de ces absences, et est-ce que ça relève des risques psychosociaux ou peut-être que ça relève d'autres types de risques qui pourraient peut-être être mieux pris en charge, en compte.
Et puis là, pour le coup, je renvoie au webinaire sur justement le document unique dont le docteur Telade vous évoquait. Et est-ce qu'il y a peut-être une démarche de prévention un peu plus globalisée à avoir qui va au-delà des risques psychosociaux? Je Est-ce que vois ça une... répond à votre question, Monsieur Vermont, avant qu'on passe à la question de bureau RH? Ok, très bien. Et donc oui, docteur Oui, Tolab. je voyais qu'il y avait une nouvelle question sur un numéro vert. Alors, il n'y a pas de numéro vert dédié à l'EPAL sur la problématique des risques psychosociaux. Si jamais vous êtes confronté à cette problématique au niveau collectif et que vous voulez souhaiter mettre en place une action de prévention primaire, vous avez nos coordonnées sur l'adresse mail. Et après, par contre, je pense que l'idée était plus sur la situation individuelle d'un salarié qui potentiellement pourrait être en difficulté sur son lieu de travail, sur son poste de travail, sur des thématiques psychosociales. Là, le plus simple, c'est de l'orienter directement sur une visite à la demande de l'employeur vers son médecin du travail, vers le médecin du travail. Donc là, vous avez l'adresse et les coordonnées de votre cabinet médical en fonction du médecin qui vous a été attribué lors de votre adhésion à l'EPALS. Donc pour moi, ça reste le plus simple et le plus efficace. Pour qu'il y ait une prise en compte un peu globale, il y a peut-être une thématique psychosociale, mais il y a peut-être également de professionnels, mais il y a peut-être d'autres éléments à prendre en compte. Et nous, après, on fera une évaluation un peu globale à ce niveau, quitte après à orienter la personne et à mettre dans la prise en charge la médecine de soins, notamment avec le médecin traitant, et potentiellement des intervenants spécialisés, psychologues ou autres, pour accompagner la personne sur la thématique et sur la problématique rencontrée. Alors, il se peut que j'ai percuté dans un deuxième temps par rapport au sens de votre question, Monsieur Vermont, mais quand vous disiez qu'ils se nourrissent mal, est-ce que c'était par rapport à l'alimentation? Pardon, parce que pour le coup, je suis peut-être parti sur une autre explication, mais est-ce que vous faisiez l'effet? Ok, d'accord. Alors après, docteur Telade, il me semble qu'on a des dépliants sur l'hygiène de vie, sur l'hygiène alimentaire. Je crois même qu'on va avoir un escape game que Tout à l'on fait. va élaborer sur l'hygiène de vie. Donc, je ne sais pas si tu as des éléments complémentaires par Ah rapport à oui, ça. ça fait partie de notre offre de service, donc un escape game qu'on va réaliser sur l'hygiène de vie globale, la prévention du risque cardiovasculaire, avec des thématiques sur l'activité physique, sur l'alimentation, le sommeil, le sport. Ça fait partie également des choses qu'on souhaite accompagner. Alors c'est plus sur une thématique santé publique que santé au travail, mais voilà, c'est un accompagnement en tout cas qu'on va proposer courant de l'année 2025. Et donc après, sur notre site internet, sur epals.com, vous avez la rubrique justement des actions collectives que l'on met en place. Donc n'hésitez pas à vous connecter régulièrement sur notre site internet pour voir quelles sont les dates des différentes thématiques que l'on aborde via nos différents formats, que ce soit via des escape games, des ateliers interentreprises, des webinaires, etc. Tout à fait. Et donc, effectivement, comme je le disais, tout ce que l'on fait aussi en dehors du travail peut impacter notre capacité à gérer des situations stressantes au travail. Et néanmoins, voilà, ça peut être une composante, tout comme peut y avoir des composantes qui incombent à votre responsabilité en tant qu'employeur. Donc, ça peut être effectivement une réponse coordonnée sur, voilà, il faut que l'on aborde la question de l'hygiène de vie, mais il y a aussi de s'assurer que dans la sphère professionnelle dont je suis responsable, ce à quoi les salariés sont exposés et qu'est-ce que je peux mettre en place. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Voilà, vous avez nos coordonnées, notre adresse mail en tout cas directe. On vous souhaite une bonne fin de matinée et à très bientôt sur nos, Bonne sur fin nos de réseaux. matinée à tout le monde. Merci à vous pour votre participation.